Donc, bonjour à tous et bienvenue sous le baobab, sous notre arbre à palabres. Le sujet d'aujourd'hui me touche particulièrement parce que la personne qui va partager son expérience m'inspire énormément. Je ne crois pas au hasard et je pense vraiment qu'on rencontre des personnes données à des moments donnés de la vie et pour une raison précise. Et ma rencontre avec Las n'a pas été différente en fait. Et je pense qu'on s'est rencontrés en 2014, si je ne me trompe pas, Las. 13 ou 14, 13 ou effectivement. 14, c'est ça. Et mais lui et sa femme sont vraiment devenus plus que des amis. C'est vraiment la famille, quoi. Et donc, pour vous donner un peu plus d'informations sur le sujet, aujourd'hui, on va parler de handicap. Et juste pour commencer, en fait, et puis mettre les pieds dans le plat, moi, je vais commencer déjà par donner une définition de ce que c'est le handicap. Et Las va nous parler de son expérience et par rapport à ce sujet-là. Et donc, le handicap, et ça c'est une définition Google, hein. Donc, le handicap est une limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. C'est comme ça que le handicap est défini. Donc, maintenant que j'ai donné cette définition-là, là, je vais te laisser la parole. Donc, est-ce que tu pourrais partager ton expérience avec nous? Avant de commencer même, j'aimerais déjà dire merci. Merci franchement de prendre le temps de partager ton expérience. Et donc, vraiment, merci d'être aussi la personne que tu es pour nous. Donc, on va pas rentrer dans les détails ici, on se connaît, on est, on sait ce qu'on est chacun pour l'autre, mais vraiment merci, merci vraiment d'être la personne que tu es pour nous et tout. Donc maintenant, je te laisse la parole. Tu peux y aller. Ouais, tout le plaisir est à moi, Djenaba. Merci pour la confiance et pour cette invitation aussi. C'est une belle occasion de partager et de laisser un legacy aussi, comme c'est le but même de ton programme. En fait, je m'appelle Lassana Mané, originaire de la Guinée-Bissau, 47 ans. J'ai eu un poliomyélite qui est malheureusement, c'est une maladie déjà éradiquée en Occident, mais qui fait encore des ravages en Afrique jusqu'à maintenant. Je l'ai eu à l'âge de 14 mois. Donc, selon les explications de ma mère, moi, je suis jumeau en passant. Donc, j'ai une sœur jumelle. Et à 9 mois, je marchais déjà. Je courais un peu partout, en pleine santé, costaud, sans aucun problème de santé, bon appétit, je mange bien, très joyal. Donc, ça commençait comme ça. Malheureusement, un jour, ça commence avec une simple fièvre, une fièvre très élevée à l'hôpital. Donc, il faut comprendre, je suis né en 1975. On venait juste d'avoir l'indépendance. Donc, le système de santé, malheureusement, n'était pas capable, a priori, d'identifier c'était quoi le problème. Et ensuite aussi d'avoir les médecins et des ressources compétentes pour identifier le problème et trouver la solution. Donc, hospitalisation pendant plusieurs mois. Et qu'à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai arrêté de marcher. Et ma mère a quasiment perdu tout espoir d'un jour me voir marcher à nouveau. Et quelques années plus tard, 2-3 ans plus tard, tranquillement, je commence à me soulever, il commence à me marcher tranquillement. Donc, ça a laissé les séquelles. Donc, il y a ma jambe gauche qui est développée beaucoup moins que la jambe droite. Donc, du coup, je boite de façon quand même assez prononcée. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Par contre, comme vous le savez, en Afrique, heureusement, je ne sais pas si ça se passe comme ça partout, mais en Guinée-Bissau, en particulièrement, à cet âge-là, à l'école, je n'ai jamais été victime de discrimination ou d'isolement. Au contraire, les amis s'approchaient de moi. Je ne sais pas si c'est par mon attitude personnelle. Je pense que c'est ton attitude personnelle, mais continue. Possiblement, je suis de nature très optimiste. Oui. Et je crois que dans la vie, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est ça. Et je pense que cet handicap m'a donné une joie de vivre extraordinaire. Du coup, j'apprécie énormément tout ce que j'ai et tout ce qui est autour de moi. Et très tôt, j'ai compris aussi l'importance de l'être humain.
et que je mets au centre de toutes mes actions. Parce que je crois que l'être humain est l'élément le plus important dans le monde. Et je le prends à cœur et je suis sincère, transparent, honnête et avec les gens que j'ai choisi de faire partie de ma vie. Quand je dis les gens que j'ai choisis, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qu'on rencontre qui peut faire partie de notre vie. Tout à fait. Pour différentes raisons. Il y a de bonnes et de mauvaises influences. Donc, j'ai appris à faire part de ça très tôt. Donc, j'ai fait mes études primaires, secondaires, lycée, tout au pays. Et là aussi, c'est développé une certaine, peut-être une confiance en soi énorme, parce que j'ai trouvé que pour partager ou pour faire partie d'une société, d'un cercle, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce que tu peux apporter, de qu'est-ce que tu peux pas apporter. Tout à fait. Quelles sont tes forces et tes faiblesses, quelles sont tes limitations. Mais en réalité, la limitation aussi, en vrai dire, c'est nous-mêmes en tant que personnes qui l'apportent. Alors, pendant toutes mes études primaires et secondaires, j'étais très active et je participe dans toutes les activités scolaires. Donc, du coup, moi-même, j'ai fini par ne pas voir mon handicap. Et dans ma conscience, je ne sais pas si c'est subconscience ou conscience, mais je ne me vois pas comme une personne ayant des limitations physiques particulièrement que j'ai, parce que je joue au soccer avec mes amis, je participe, quand on marche 1 kilomètre ou 10 kilomètres, j'y vais partout où ils vont, à moindre vitesse évidemment, mais je ne me suis jamais limité de faire quoi que ce soit a priori parce que je ne suis pas capable de le faire. Je vais essayer. Au moment où je trouve que c'est un peu difficile, plus lourd pour moi, là je vais m'arrêter, mais au moins j'ai essayé de faire quelque chose. Et j'ai compris que les choses qu'on pense qu'on n'est pas capable de faire, en essayant de faire, ça devient des obstacles qu'on pense, finalement, ne se concrétisent pas, n'apparaissent pas, et ça devient assez facile. Donc, du coup, il faut le dire aussi que j'ai un père qui a été un modèle pour moi et que très tôt a su me mettre à côté de lui et me transmettre la valeur d'honnêteté, de travail, de confiance en soi, surtout d'humilité. Donc, je pense que ça fait une énorme différence dans ma vie parce que d'abord, en m'inculquant la valeur de travail et en même temps en misant sur qu'est-ce qui était ma force, c'est-à-dire que mon handicap c'est physique évidemment, mais au niveau cérébral c'est impeccable, c'est parfait, il n'y a pas de séquelles, il n'y a rien qui a touché mon cerveau. Du coup, j'ai misé sur cette partie-là. J'ai décidé d'être un étudiant modèle, assidu, et je maîtrise bien mes cours. Et du coup, ça m'a permis quand même de voir de très bons résultats scolaires et d'avoir quand même de bons amis aussi, tant mes professeurs comme mes collègues de classe. Et ça m'a permis aussi de s'impliquer dans toutes les structures estudiantiles au pays. Donc, je ne sais pas si c'est le même modèle un peu partout en Afrique, mais chez nous, en Guinée-Bissau, à chaque classe, à chaque niveau, il y a comme un chef de classe. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est la même chose aussi chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Voilà. Et souvent, j'étais nommé chef de classe. Peut-être pour la discipline, peut-être pour l'implication aussi, parce que dès le début déjà, je m'implique tout de suite à l'organiser, une ou deux affaires, je pense que ça paraît. Et finalement, que ce soit un choix pour les professeurs ou un choix... Parce que chez nous, les professeurs aussi, il y a souvent un professeur qui est nommé comme responsable de telle classe. Donc, on a des professeurs et à l'intérieur de la classe, on a le chef de classe. Oui, oui, c'est exactement la même chose. Bah, parfait. Donc, je m'implique comme ça. Donc, du coup, on élargit les activités, pas seulement à l'intérieur des classes, mais à l'ensemble de l'école. En créant l'association des étudiants, qui était très nouveau chez nous, ça arrivait un peu plus tard. On n'a pas eu cet héritage des associations étudiants avant qu'on arrive au lycée, par exemple. Donc ça, je l'ai appris. Et ça m'a permis de créer un certain leadership, parce qu'on rencontre différents étudiants, différents problèmes. Et cette implication sociale-là renforce
ou a renforcé davantage ma confiance en moi et ça facilitait aussi les interactions, comment aborder des gens et comment aborder les sujets sensibles, Ouais, sur quoi miser ou mettre l'emphase, donc éviter les conflits, et, donner les conseils, éviter les critiques. Donc tout ça, je l'ai développé de façon naturelle, mais avec ces différentes expériences. Et en évoluant, quand on finit le lycée, malheureusement à l'époque chez nous, on n'avait pas beaucoup des institutions d'enseignement supérieur. c'est ça. On avait les facultés de droit, une faculté de médecine, et c'était tout qu'on avait à l'époque. Il n'y en avait même pas à l'université, pour être honnête. Et l'université est venue beaucoup plus tard. Donc, du coup, je me suis trouvé au Canada pour faire mes études, Mhm, dans lesquelles j'ai fait un bac en économie, maîtrise en finance, avec une spécialisation en planification financière. mhm. Et ensuite, j'ai perfectionné un parcours académique avec différentes autres certifications en gestion des risques, en gestion de portefeuille, gestion de patrimoine. Tout ça, ça vient agrémenter mon parcours. Ça, c'était au niveau académique. Mhm. Et au niveau social, dès le début, c'est comme ça qu'on s'est connus à Geneva. Tout à Je fait. suis arrivé au Canada, nouvel pays, nouvelle langue, parce qu'il faut comprendre qu'à la base, chez nous, c'est portugais, la langue C'est officielle. ça. Oui. Donc, on a le créole, on a le portugais qui est la langue officielle. Donc, je suis arrivé ici avec peut-être 3 ou 4 mots en français. Bonjour, comment ça va? Pas plus. Pas On plus saurait que ça. pas parce que oui, tu as appris français, quoi. Tu as dû, entre guillemets, recommencer et puis apprendre français, en fait. C'était une nouvelle vie complètement. C'est ça. Et là, ça rentre une nouvelle phase de ma vie, une nouvelle découverte de moi-même aussi. Parce que ça prenait beaucoup de courage de se lancer dans un pays où tu connais absolument personne, Mhm, tu connais pas la langue, mm, une autre culture, un autre climat. mhm. Donc, ça prenait beaucoup de courage. Mais j'ai très tôt compris que, en réalité, je pense que la plupart des choses qu'on veut dans notre vie, on est capable de réaliser si on a mis l'effort, l'énergie, la dédication, la résilience. On sera capable de faire beaucoup de choses, plus qu'on imagine. Alors, là, j'ai développé une discipline de fer quand je suis arrivé. Je dormais 4 heures par jour, pas plus. Et le reste du temps, je l'ai passé entre la salle de classe à l'université et la bibliothèque. Apprendre la langue en même temps qu'apprendre la matière. C'est ça. Et, et là, à l'époque, quand je suis arrivé, la langue n'était pas une condition d'admissibilité à la faculté, mais c'est une condition d'obtention de diplôme à la fin. Mhm. Donc, il y avait quelques cours de base obligatoires à compléter, mais pour moi, c'était pas suffisant pour pouvoir lire, comprendre, écrire. Tout à fait. Surtout au niveau académique, quand même universitaire, c'est très exigeant. Et à ma grande surprise, il y a 1 mois et demi, mi-terme d'examen, je sentais déjà un certain domaine de la langue. Et vers la fin, j'étais même étonné de ma progression. Mhm. Au niveau d'apprentissage, je sais, oh, je savais pas que j'avais la capacité d'apprendre aussi vite, mais peut-être par la force des choses ou bien par la détermination, ça a fini C'est la par détermination, oui. changer complètement tout. Donc du coup, je voyais pas d'obstacle. Aujourd'hui, en reculant 22 ans en arrière, je me pose encore la question comment je l'ai réussi. Euh, Moi, je suis pas étonnée. Je suis vraiment pas étonnée parce que rapidement, là, c'est pas pour te couper, mais tu parlais tout à l'heure de ton parcours professionnel et gestion de patrimoine, etc. Mais tu es bien modeste là, c'est parce que tu es quand même, tu gères quand même certaines des plus grandes fortunes canadiennes. Donc, il faut que ça se dise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Effectivement. vraiment, ça vraiment, ça force le respect, quoi. Et puis, en gros, je ne suis vraiment pas étonnée, quoi. Mais bon, désolée de t'avoir coupé, tu peux continuer. Non, merci beaucoup, c'est vrai. Et ça, c'est une autre partie de l'histoire quand même aussi. Mhm, mhm. Euh, Parce qu'après mes études, j'ai eu la chance quand même d'être sélectionné. Il y a des recruteurs qui passent à la faculté de gestion. Il y a en comptabilité, en économie, tout ce qui est gestion en fait. Donc les institutions financières
passe pour recruter des talents qui jugent propices. Donc, j'ai eu la chance d'être recruté par la RBC, la Banque Royale. Excuse-moi de te couper encore. Je vais faire comme ce que Rachid et toi vous faites. Parce que tu dis j'ai eu la chance, et je ne pense pas que ce soit une question de chance. C'est vraiment une question de l'opportunité s'est présentée à l'intersection de toute ta détermination et ton travail. C'est l'opportunité qui est venue te trouver là, en fait. Donc la RBC est chanceuse, toi, de t'avoir, en fait. Et parce que je te fais ça parce que Rachid et toi, vous êtes tous en train de me faire ça. Tu sais que c'est Non, vrai. je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce il faut le dire à la base, mon premier compte bancaire, je l'ai ouvert chez TD. C'est Et ça. la dame qui m'a reçu m'a tellement bien servi. Et c'est là qu'est née ma décision. Ces jours-là, quand j'ai quitté la succursale, j'ai dit, ah, je pense que je veux faire ça comme travail. Travailler dans une institution financière. Auparavant, c'était pas dans mon projet. Et donc, à partir de ces jours-là, en décidant déjà que je veux travailler dans une banque, ça a changé mes actions au niveau de la faculté. Donc, je suis en économie et finance, mais je mettais l'emphase énormément dans les cours optionnels qu'on avait. C'était tous des cours en finance plutôt que des cours en économie. Parce que j'avais déjà décidé à la base que je veux travailler à la banque après. Donc, cette décision s'est reflétée dans les résultats scolaires et aussi dans mes entretiens quand j'ai rencontré les recruteurs. Mhm. Il y avait des yeux qui étaient pétillants, il y avait une volonté. J'avais tout donné en fait pour démontrer que je suis le bon candidat et je ferai un parcours excellent et je serai très heureux de faire une carrière à la banque. C'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que j'ai eu l'entretien avec la TD, j'ai eu avec la Banque nationale, j'ai eu avec la Banque royale. Mhm. Et, tous les trois m'ont retenu, mais la Banque royale a été beaucoup plus vite parce que j'ai eu le résultat la même journée. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé une belle carrière. Et mon horaire d'école a été adapté avec mon horaire de travail pour les 6 premiers mois. Et aussi, en même temps, une fois j'ai rentré, pour moi, c'était plus un défi de rentrer, je suis déjà là. Et j'ai commencé à me poser la question, qu'est-ce que je vais devenir ici dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et à partir de là, je commence déjà à faire mon plan de carrière moi-même. Et j'ai pris l'initiative, à chaque étape de ma carrière, d'approcher mes responsables directs en mentionnant c'est quoi mon prochaine étape au niveau de carrière. Donc, j'identifiais déjà le prochain poste et j'essaye de savoir quelles sont les compétences requises pour cette poste-là. Je vais chercher cette compétence et ensuite, je fonce. Et de cette façon-là, j'ai eu quand même une progression assez significative, tant au niveau de parcours professionnel comme au niveau des revenus aussi, bien sûr. Mais ça vient de cette attitude-là, de planifier d'avance qu'est-ce que tu veux, d'aller chercher des éléments nécessaires pour te permettre de l'obtenir, et ensuite ne pas avoir peur, ni honte, ni doute si tu es capable de le faire ou non, et de foncer. Et ça fait toute la différence au niveau des parcours professionnels. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres choses en particulier que tu aimerais partager, Dianava. Je fais un résumé assez simple pour les gens qui nous écoutent, sans rentrer trop en détail, mais avec des éléments assez importants. C'est ça. En fait, oui, en fait, j'aimerais aussi que tu parles en fait de comment tu perçois ton handicap en fait, parce que je sais que la dernière fois quand on parlait, tu me disais non que pour toi tu le vois comme, un peu comme un charme en fait, et de telle sorte que effectivement à tel point que la personne même qui est en face de toi oublie en fait que tu es handicapé parce que tu n'en fais pas une béquille ou tu n'en fais pas quelque chose dont tu te sers en fait pour pouvoir atteindre tes objectifs, mais au contraire, tu sais que c'est là, tu as acknowledge en fait que ton handicap est là et maintenant en fait c'est bon, ça y est, c'est fini, c'est là, c'est fait, c'est pas comme si tu peux échanger quelque chose. Donc tu fais fi de ça et puis tu avances en fait. Donc vraiment, j'aimerais que tu nous parles de cette expérience là en fait. Oui, tout à fait. C'est un bon point. Je pense que à la base,
On est tous différents. On est tous des êtres humains, mais on a tous nos particularités. Mon handicap, je le prends comme ce qui me différencie des autres. Et en même temps, je le vois énormément comme une force extraordinaire. Aujourd'hui, même si on me donne 100 millions de dollars pour faire une chirurgie avec des technologies les plus avancées, pour faire disparaître mon handicap, ma réponse va être sans appel. C'est un refus catégorique. Ça va être une offre gratuite pour me dire, bon, on peut faire les chirurgies, je les change pour rien au monde. Parce que ce goût que j'ai pour la vie vient de cet handicap. Cette détermination que j'ai pour réussir vient de cet handicap. Cette force que j'ai pour foncer et pour réaliser tout ce que je veux vient de cet handicap. Donc, du coup, pour moi, c'est une bénédiction. Tout à fait. Ce n'est pas un problème, c'est plutôt un cadeau du ciel, en toute honnêteté. Et je le vois comme ça et je le vis comme ça. Et, parce que j'avais deux choix, de toute façon. Ça ne peut pas changer en partant. Ça ne peut pas changer, c'est là, c'est permanent. J'ai une option de l'accepter et de vivre avec. J'ai un autre choix de me victimiser, de me justifier pour ne pas faire de grandes choses en se basant sur cet handicap-là. Et la troisième option que j'ai pris, qui est merveilleuse, c'est de le voir comme un cadeau. Pas seulement de l'accepter, mais de le valoriser. Donc, je ne me limite pas simplement de dire, bon, j'ai un handicap, bon, ça y est, ça va. Je ne me suis jamais victimisé, je ne me suis jamais posé des questions pourquoi. Je me suis plutôt posé des questions, alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai fait presque tous les types de sports. J'ai joué le soccer quand j'étais plus jeune. J'ai étudié en bicyclette au lycée. Donc, de chez moi pour l'école, c'est à peu près 3 kilomètres. Donc, j'allais en bicyclette et revenir à la maison. Je fais la natation, je fais la musculation. Et en passant, je m'entraîne à peu près 6 heures minimum par semaine. Donc, c'est 1 heure d'entraînement physique par jour que je fais tous les jours. Ça, c'est depuis des années. Et, donc, du coup, je ne vois pas l'handicap parce que je fais le sport, je conduis, je marche, je fais tout. Alors, j'aurais pu décider de rester, regarder la télé toute la journée pour dire que je ne peux pas faire le sport parce que j'ai un handicap. Un handicap, c'est physique, ça ne m'empêche pas de faire le vélo stationnaire. Ça ne m'empêche pas de faire des marches en tapis roulant. Au contraire, même, ça renforce ma motricité et ça me permet d'avoir un meilleur équilibre, meilleure force dans mes jambes. Donc, je n'ai jamais regardé mon handicap comme un problème. Et ça, c'est fondamental. Parce que quand tu le vois comme un problème, ça va conditionner ton attitude, ta façon de penser, ta façon d'agir. Ça va refléter dans tes relations avec des gens, tes voisins, tes amis. Ça va refléter de façon même comment tu abordes des sujets ou tu prends des choses les plus importantes de la vie. Du fait que je ne le vois pas ou du fait que je le prends comme un cadeau, parce que ça c'est important, c'est très différent. Et j'ai mis sur ça. Et du coup, c'est pour ça que je te dis toujours, je vois mon handicap comme un charme parce que je ne marche pas comme tout le monde. Tout à fait. Et parfois, ça attire l'attention. Et je n'ai jamais eu de difficulté d'en parler non plus. Quand les gens me posent la question, qu'est-ce qui est arrivé? De toute façon, je n'avais aucun contrôle sur ça. Mes parents n'avaient aucun contrôle sur ça. Et qui blâmer? Et pourquoi blâmer quelqu'un? Mon handicap, c'est un cadeau. Mon handicap, c'est ma force. C'est ça qui me définit, c'est ça qui me caractérise. Et c'est ça qui me donne même la joie de vivre. C'est ça qui m'a donné aussi une capacité d'appréciation énorme, appréciation dans mes relations personnelles que j'ai, parce que je me dis, bon, ces gens-là m'ont accepté comme je suis. Et c'est ça qu'on veut. On veut être accepté avec nos différences, avec nos forces, avec nos qualités, mais il faut d'abord s'accepter soi-même avant que quelqu'un d'autre t'accepte. Tout à fait. Alors, le regard qu'on porte sur nous-mêmes, c'est le regard que les gens vont porter sur nous. C'est ça. Et à partir du moment où, et je n'ai jamais eu, en passant, je n'ai jamais eu de problème, de problèmes amoureux à cause de mon handicap. Si je vois une fille que j'aime, je la drague.
C'est vrai. Quand j'étais célibataire, Oui, quand tu étais célibataire. Julia, il c'est faut quand il était clarifier les célibataire. choses. Donc, juste pour dire, ça n'a jamais été un obstacle. Et ce que j'ai constaté aussi, à ma grande surprise, Mhm. dans mon travail, ça fait une énorme différence parce que mes collègues de travail ont une admiration pour la force mentale, mais eux, ils pensent que c'est une force mentale. Et pour moi, il n'y a aucun effort mental. C'est ça. Mhm. Parce qu'il faut le dire, quand même, on est en Occident. On veut pas, pas seulement que je viens d'un pays africain, mais d'un pays lusophone, donc j'ai un accent. Et C'est ça. on est au milieu des Blancs. Je suis dans une industrie qui est 98% des employés sont des Blancs. Son blanc, oui. Et surtout au niveau où je suis. Exact. Alors, quand tu es très à l'aise, tu es là, mais comment tu fais? Au départ, j'ai maintenant des collègues dans la même équipe depuis plusieurs années, plus d'une décennie déjà. Au début, ils me posaient la question. Je dis, mais Lassana, c'est pas normal. Depuis qu'on t'a connu, on t'a jamais vu fâché. T'es toujours de bonne humeur. C'est pas normal. Tu stresses pas, parce qu'on a beaucoup de pression au travail. Mais c'est ma philosophie de vie. Bien sûr. Qu'est-ce que le stress va m'apporter de bon? Absolument rien. C'est ça. Plus je stresse, plus je rends mes tâches compliquées, plus je suis susceptible de faire des erreurs, plus je suis à risque de perdre confiance en moi-même. Il n'y a personne qui va avoir pitié de moi parce que je suis stressé. À la fin de la journée, c'est qu'est-ce que j'ai accompli comme travail qui va être pris en compte. Alors, plutôt de stresser, j'ai décidé stratégiquement d'investir plus de temps. Si le travail est plus exigeant, alors si ça va me prendre il y a 2 heures, 4 heures de sommeil et que je passe la nuit à réfléchir, à chercher des résultats, c'est ça que je fais. Donc j'arrive le lendemain très à l'aise parce que je sais que j'ai mis tous les efforts nécessaires pour trouver la solution. Donc je suis plutôt vers la solution que de poser des questions sur le problème. Quand un problème existe, je cherche la solution. Après, je me pose la question sur le problème. Mais je ne commence pas sur le problème pour chercher la solution. Le problème est déjà là. Maintenant, quoi faire? Une fois trouvé la solution, là, j'essaie de comprendre comment c'est arrivé. Mais ça me permet d'améliorer aussi. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que c'était manque de vigilance? Est-ce que c'était un manque d'attention? Est-ce qu'il y avait des signes que j'aurais pu voir avant de prévenir? Donc, c'est tout ça. Et du coup, qu'est-ce que j'ai appris naturellement? C'est que ce positivisme que je porte rend ma vie 1000 fois plus facile, plus simple et 1000 fois plus de bonheur. Et ça, je le souhaite à tout le monde parce que malheureusement, on s'accroche trop sur les petits problèmes. Et je dis petits problèmes parce qu'à partir du moment que ma vie n'est pas en danger de mort, tous les problèmes sont petits. Le grand problème, c'est quand j'ai fait face à la mort. Effectivement. Donc, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait face à la mort, donc je n'ai jamais eu de gros problèmes, en fin de compte. Mais c'est une définition, donc c'est comme ça que je l'aperçois, c'est comme ça que je le prends. Des petites discussions avec un membre de famille, avec des amis, c'est des petites discussions, c'est malentendu, on peut s'entendre. Donc, j'essaye toujours, quand il y a ce genre de malentendus, par exemple, de me mettre à la position de l'autre, plutôt que de garder dans ma position comme si j'ai la vérité absolue, ce qui n'est pas vrai. Bon, on n'a jamais la vérité absolue, on n'a jamais la raison à 100% non plus. Donc, c'est cette approche que je pense que je vois la vie d'une façon... La vie, c'est sérieux, mais je le vois de façon assez simple. Simple dans la mesure où il y a des facteurs qu'on a de contrôle, il y a des facteurs sur lesquels on n'a pas de contrôle. Un exemple parfait, je n'ai pas de contrôle si je devrais avoir un handicap ou non.
mais j'ai le contrôle comment je vais aborder Effectivement. mon handicap. Mhm. Comment je vais le faire? Est-ce que je vais me victimiser? Est-ce que je vais m'asseoir sur le trottoir à pleurer matin, midi, soir? Les gens vont juste passer. Quelqu'un qui a $1, $2 va me donner, mais pas plus que ça. C'est ça. Ils ont d'autres problèmes à régler, pas mon problème. Ça, c'est très Donc, c'est vrai. à moi de régler mon problème. Et c'est à moi de le minimiser aussi, sans l'ignorer par Bien contre. sûr. Il ne faut pas l'ignorer, mais il ne faut pas lui donner aussi une dimension qu'il n'a pas. Parce qu'à la fin de la journée, en vérité aussi, la dimension du problème, on le prend comme moi. Ah, ça, c'est une autre partie de ma vie que j'ai oublié de mentionner bien avant. Mhm. Pendant ma vie étudiante, j'ai travaillé dans une station comme préposé de clientèle. Mhm. Et je me souviens une fois, il y avait un client qui est arrivé. À partir de 10 heures, on bloque la pompe, tu peux faire le paiement à la pompe. C'est ça. Il faut payer d'avance avant de mettre l'essence à cause du vol d'essence. Et un gars qui est arrivé, fâché, m'a insulté de tout bord. J'étais à ma 3e année d'université. Et lui, il me voyait comme un vaurien, comme quelqu'un qui est perdu, un noir, dans une station d'essence. Il pensait que ma vie s'arrête là. Donc, il ne me connaît pas. Et il se permet, c'était à 11 heures du soir, je lui rendais service. Plutôt que d'apprécier qu'au moins à 11 heures du soir, Bien sûr. il y a quelqu'un qui me permet de mettre l'essence pour me permettre d'arriver à ma destination, il m'insultait. Pour un politique, c'est pas moi qui a mis en place. C'est ça. Je suis un simple employé. Mais à Geneva, cette insulte ne m'a pas fait ni froid ni chaud parce qu'il ne me connaît pas, il me juge. Donc, je ne l'ai pas pris personnel. Alors, ces jours-là, j'aurais pu décider de le faire un drame. Alors, c'est à moi de donner la dimension de cet événement-là. Si je le prenais comme un drame, ça aurait été un drame. C'est ça. Je dis, c'est un traitement raciste, et ça me dénigre, et je vaux plus que ça, je veux plus travailler dans une station d'essence. Pourquoi? Je peux mettre jusqu'au ciel, ça va rien changer. Ça va juste jouer contre moi. Alors, j'ai décidé tout simplement d'ignorer ça, même de rire de cette personne. Je dis, bon, s'il me connaissait, peut-être il n'y aurait pas les mêmes mots. Mais comme il ne me connaît pas, pourquoi je vais en faire un cas? Non, bien sûr. Mais ça, c'est juste un exemple parmi des milliers d'exemples que je regarde de notre œil, complètement différent. Ouais. C'est ça. Parce que justement, j'allais te poser la question de est-ce que tu as eu des incidents où justement les gens ont utilisé ton handicap contre toi, en fait? Parce que clairement, dans cette situation-là, en fait, il a utilisé ton handicap contre toi. J'étais derrière le comptoir, donc il ne peut pas savoir si j'avais un handicap ou non. Donc, il ne pouvait pas le savoir. Peut-être il avait un problème personnel que je ne sais pas, qu'il veut juste déverser sur moi. Et j'ai juste refusé d'être son poubelle. C'est vrai. Donc, ça aurait pu être ça. Mais mon handicap, en tant que tel, peut-être oui, mais peut-être parce que je ne le vois pas de cette façon, parce que s'il y a une situation, comme je viens de dire, qui est arrivée, je refuse toujours de me victimiser. Je refuse de dire c'est parce que je suis noir, c'est parce que j'ai un handicap. C'est ça. Ça, c'est un discours que j'ai éliminé de mon vocabulaire depuis très longtemps. Donc, quand je ne suis pas, si je n'obtiens pas les résultats que je veux dans une certaine circonstance, je cherche une autre alternative, une autre solution. Parce qu'il y a souvent plusieurs solutions à un problème. Donc, peut-être qu'est arrivé à une situation dans laquelle j'étais victime de mon handicap, mais je ne l'ai pas vu parce que je porte une lunette rose. C'est une décision personnelle. Oui, non, c'est ça. Je pense pas que vraiment c'est parce que tu portes des lunettes roses, mais c'est vraiment parce que, comme tu dis, tu as pris la décision personnelle que te connaissant toi, ayant confiance en toi et puis ayant l'image que tu as de toi. Et comme tu disais aussi, en connaissant l'être humain, en l'acceptant pour ce qu'il est, tu ne prends pas certaines choses personnelles, en fait. Pas du tout. Même parfois, ça m'était jamais arrivé, mais admettons, par exemple, on est ensemble, quelqu'un qui se passe et il m'insulte. Je vais pas être fâché. Parce que je suis avec toi, on est en train de parler, il m'insulte, il n'y a aucune raison. À mon avis, je n'ai rien fait, je suis pas arrêté dans un lieu interdit. Tout à fait. Et, je n'ai pas fait de bruit pour déranger les gens autour de moi. Alors pourquoi il m'insulte? Je ne serais pas fâché.
Je vais juste ignorer ça parce que si j'avais fait un bruit ou j'étais dans une position, je vais prendre pleine responsabilité de mes actes. Il m'a insulté, je vais dire oui, j'ai raison parce que j'ai eu tort de faire des bruits Oui, dans oui, un oui. endroit public. Il m'a insulté parce que j'ai eu tort de me positionner dans un endroit interdit. Mhm. Ça, je vais prendre la responsabilité. Donc, dans les deux cas, je ne serai pas fâché. Mais vraiment, tu es mieux que moi là. Ils allaient faire monter ma tension là-bas. Non, pas du tout. Pas du tout. Une fois, j'étais dans un café chez Mamie Kalfouti, côté de chez nous. Oui, 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 oui. Il y a le comptoir, ben en fait, il y a des guichets pour la caisse, pour paiement, mais les produits sont après la caisse. Donc, il faut aller voir qu'est-ce que tu veux C'est ça. acheter d'abord pour revenir payer en arrière. Mhm. Donc, j'étais devant la ligne. Je suis allé voir qu'est-ce que je veux pour payer. Il y avait un couple latino qui était venu à la caisse. Mhm. Ben, la dame m'avait vu, mais le monsieur m'avait pas vu. J'avais un choix de les laisser passer d'abord avant moi et ensuite passer. Mhm. Mais j'étais en urgence, j'ai décidé de passer avant eux parce que j'étais là avant eux. Donc là, je suis arrivé avec le produit. Ben, j'ai décidé qu'est-ce que je vais choisir. Je reviens, je dis à madame, OK, je vais prendre telle chose. Donc, j'ai coupé leur conversation. Le monsieur est fâché. Il m'a rien dit. Il est fâché contre moi. Je le voyais rougir. Il m'a fâché complètement. Il m'a pas agressé, ni verbalement, ni physiquement, mais je le vois fâché contre moi. Et là, il y a sa femme qui lui dit, oui, il était là avant nous, il était juste allé voir, c'est pas, essayer. Mais je l'ai complètement ignoré, Indiana. Donc, c'est pas parce qu'il est fâché, ou même s'il avait dit des gros mots, j'allais tout simplement l'ignorer. Mhm. Parce que j'étais dans mon droit de me faire servir avant eux, parce que j'étais là avant eux. C'est ça. Qu'ils le comprennent ou non, ça, c'est pas mon problème. Tu as complètement raison. Et en fait, cette situation-là, en fait, est vraiment un exemple parfait du type de personne que tu es parce que justement, on en parlait même la dernière fois où je te disais, ah, je me souviens à ton baby shower. Non, le baby shower de Julia. Quand je parlais justement avec ton voisin et qui me dit, et qui me demandait justement comment on s'était rencontrés et justement on partageait des anecdotes sur toi et le voisin qui dit oui, moi tous les matins on se croise sur le palier à 5 heures du matin ou 6 heures du matin et là ah comment ça va, c'est quoi même son nom, Denis ou je sais pas quoi. Non, Patrick. C'est ça. Ah, bonjour Patrick, comment ça va? Et lui, te regardait au début, genre, mais c'est quel genre de personne? Il est 5 heures du matin et tu es là, genre, tu es de trop bonne humeur. C'est pas normal. Et ça fait plus de 5 ans que vous êtes voisins. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Effectivement. Moi, je ne comprends pas, Las. Comment ça, tous les matins? Et puis, c'est trop tôt le matin. Est-ce que j'ai le temps de me réveiller? Et en fait, ça m'a tellement fait rire. Et ça fait quoi? Depuis 2019, le baby shower. Et jusqu'à présent, chaque fois que je pense à toi, je pense à cette histoire-là parce que c'est vraiment toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La manière dont tu abordes les gens, la manière dont tu abordes les situations, la manière dont... Et puis bon, là même, tu parles calmement, donc les gens ne voient pas réellement ta personnalité. Mais là, c'est quelqu'un, genre, si moi je suis hype, là, il va augmenter mon hypeness parce que lui-même, il est déjà hype quand il arrive. Ah, je sais pas, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Et en fait, c'est vraiment tributaire. Et comme je dis, en fait, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Tellement toi-même, ton handicap, plus que de l'accepter, tu en as fait comment on dit ça, un cadeau, oui, une bénédiction. C'est quelque chose qui transparaît, en fait. Parce que moi, je me souviens la première fois qu'on s'est rencontrés, parce que très franchement, je ne connais pas, tu es la première personne handicapée que je connaissais. Donc, je ne savais même pas comment réagir avec toi au début. Mais la vérité, ça a duré 5 minutes. Parce que quand je suis arrivée, ah, bonjour, oui, je m'appelle là, c'est Nina. Et puis, genre, j'ai dit, ah, je reconnais le hype de cette personne, genre, le dynamisme de cette personne. Donc, et directement, c'est sur ça qu'on a accroché. Bon, après, bon, on a accroché sur beaucoup plus de choses et tout. Et donc, dont Rachid et toi, passez votre temps à me corriger pour dire, arrête de dire que tu es chanceuse. Non, arrête de penser comme ça, etc. Donc, et tout le support et puis l'optimisme qui vient avec, parce que moi, je n'ai jamais présenté un problème à l'AS. Et puis là, c'était genre,
Ah oui, bon, Tout Djenaba, à tu as fait. raison. Tout à fait. Jamais, il m'a dit, jamais tu m'as dit, à moins que je me trompe, jamais, tu ne m'as jamais dit, Djenaba, tu as raison. C'est toujours, mais regarde regarde, tourne la situation, regarde cette personne, cette personne. Je dis, mais là, est-ce que tu peux me dire j'ai raison un jour? Franchement, ça te fait quoi de me dire que j'ai raison? Après, tu penses qu'on est ensemble, on peut pas être ensemble. C'est ça, exact. T'es avec moi ou pas avec moi? Mais, mais tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pour ça que je disais en fait que tu es vraiment une personne inspirante en fait. Tu vois ce que je dirais que, comme j'ai dit, je n'ai même pas de point de comparaison parce que je ne connais pas d'autres personnes handicapées. Mais justement, je connais des personnes non handicapées et avant de pointer les doigts sur les gens, je pointais le doigt sur moi-même où notre handicap en fait se trouve dans la tête. Tout à Tu fait. vois ce que je veux dire? Où genre on s'interdit des choses. Tu vois ce que je veux dire? Où comme je t'ai dit, moi j'aurais monté ma tension. Tu m'as insulté? Hey, hey, hey. On va faire ça là-bas. On va tout finir ici. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ou genre justement, euh, toutes les situations sont matière à dispute ou à matière à juger ou matière à vraiment, comment dire ça? Ça fait un- Arrêter des relations qui Ouais, tu ne sais pas pourquoi en fait, exact. tu ne sais pas ce que la personne peut devenir pour toi demain en fait. Tout Tu à vois fait. ce que Tout à fait. et donc vraiment, moi, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Et aussi, l'autre chose que tu m'inspires aussi, parce que tu disais, tu as 47 ans et tout, au début de truc. Ouais. Et ça me fait penser que c'est vraiment aussi un début de ce podcast-là, parce que dans mon épisode d'introduction, je disais que on a tendance, hein, et je pense aussi que c'est la manière dont j'ai été élevée, de suivre la vie et puis de faire des checkpoints. Ah, à 25 ans, j'ai un diplôme. À 30 ans, je me marie. À 35 ans, j'ai des enfants. Bon, ça c'est un peu tard. Mais à 20 ans, j'ai mes diplômes. À 25 ans, je me marie. À 30 ans, j'ai mes enfants. Ouais. À 50 ans, je prends ma retraite. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, en fait. Tant que tu te réveilles chaque matin et que tu as le souffle de vie, ce n'est jamais fini. Absolument. Absolument. Il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. Et c'est vraiment quand je pense à ce que tu viens de partager, c'est vraiment quelque chose à quoi je pense, quoi. Il n'est vraiment jamais, jamais, jamais trop tard. Et aussi, euh, dans la vie, on recommence toujours. Tu sais, les gens appellent ça un recommencement, mais c'est pas un recommencement en fait. C'est comme genre comme un arbre qui a une branche et puis tu sais, il y a une branche principale et puis il y a des petites branches qui poussent sur le côté là. Ouais, tout à fait. C'est ce que je veux dire. Et donc, par exemple, toi, en tant que lusophone, tu es arrivé au Canada, tu aurais pu aller au Portugal, par exemple, ou au Brésil, C'est plus facile. Ou au Brésil. c'est ça, ou dans un pays où on parle portugais, Tout à fait. où ça aurait été plus facile pour toi. Exact. Mais le fait que tu aies eu ce courage-là d'aller dans un pays où, comme tu dis, bon, parce qu'on a tous fait ça, même, parce que même moi, en tant que francophone, j'arrive au Canada, c'est pas la même culture, Tout c'est à pas la fait. même littérature. Tout à fait. Mais donc, toi, en plus, tu arrives et puis tu mets la langue par-dessus. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, ce courage-là fait que, bien entendu, tu n'as pas vu ça comme un recommencement, en fait. Non, tout à fait. C'est une continuité. Mhm. Et cette continuité-là doit être toujours faite de façon consciente. Et, euh, et cette conscience-là, parfois, il y a une partie qu'on manque un peu. Si je prends l'exemple que tu dis tout à l'heure, quand on se dit, par exemple, OK, à 20 ans, je vais avoir mon diplôme, à 25 ans, me marier, 30 ans, par exemple, avoir mes enfants. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Mais souvent, on oublie de l'accompagner. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça arrive? Mhm. Et souvent, qu'est-ce qu'on doit faire? Et semer d'embauche. C'est pas évident de rencontrer un partenaire idéal Tout à fait. avec qui tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Mais ça se construit. Mhm. Ça se construit Tout en à fait. acceptant les qualités et les défauts de l'autre. Et pas en cherchant parfait, personne parfaite, par exemple. Donc, pour avoir le diplôme à 20 ans, je dois étudier comme un fou. Je dois renoncer à fin de semaine de loisirs, et aller en boîte, et à regarder la télé. Donc, il y a des sacrifices à faire pour y arriver là. Mais
quand on ne veut pas faire l'autre partie, on vise seulement qu'est-ce qu'on veut. C'est là qu'arrive aussi on l'ignore tellement que quand on n'a pas de résultats qu'on veut au moment où on veut, on tourne la responsabilité envers les autres. On va dire, bon, c'est parce que je n'ai pas eu de support familial, parce que mon entourage, il n'y a personne qui m'a encouragé, parce que le système m'a rejeté, ou je sais pas quoi. Et malheureusement, la plupart des gens qui ont un handicap sont victimes de eux-mêmes, de leur propre handicap. Bien sûr. Parce que quand ces efforts ne sont pas mis, ou bien ne sont pas mis à la bonne place, à la bonne dose, au bon moment, parce que c'est toute une synchronisation pour que ça fonctionne, et que le résultat n'est pas là, la première réaction qu'on a, on va se victimiser. Je n'ai pas eu ça parce que j'ai tel handicap. C'est ça. Et ça, on devient notre pire ennemi nous-mêmes. Et on érige un mur insurmontable. Parce qu'à partir du moment que tu dis, je n'ai pas eu ça parce que j'ai un handicap, et tu vas dire que je l'aurai jamais parce que j'aurai toujours cet handicap. Donc, ça, c'est impossible pour moi. C'est ça. Et là, ça aggrave toute la situation et le reste devient un peu misérable. Quand je dis malheureusement, parce que bon, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres personnes handicapées. Et le premier constat, dans les 5 premières minutes, c'est le manque de confiance. Énorme. Ouais. Parce qu'on va dire, telle personne m'a regardé croche. Il t'a regardé, oui, mais c'est quoi regarder croche? C'est toi qui as décidé qu'il t'a regardé croche. Regarder croche pour les non-québécois, c'est mal regardé, quoi. Exactement. Il m'a regardé, mais t'as mal regardé. C'est quoi bien regarder? C'est ça. La personne ne te connaît pas. Il t'a même pas adressé de parole. Et toi, tu as décidé que la personne t'a mal regardé. Comment tu as vu ça? Pourquoi tu as porté même attention à son regard? Si c'est dans la rue, ben, porte l'attention sur ton parcours. Où est-ce que tu t'en vas? Sans ignorer qu'est-ce qui se passe autour de toi. Mais c'est pas ça que va me bloquer ou va m'empêcher d'avancer vers ma destination. Je m'en vais en boutique pour acheter un montre ou un manteau. Mais c'est ça le plus important pour moi. C'est pas les gens que je croise pendant le parcours où je vais acheter le manteau, l'horloge. Quand j'arrive, si le vendeur ou la vendeuse m'a mal parlé ou c'est pas quoi, c'est mon argent. Et lui, il est là pour faire l'argent. S'il n'a pas apprécié, je vais avec mon argent ailleurs, tout simplement. Je vais pas le faire un cas. Je vais juste dire, ben, c'est dommage pour lui parce qu'il perd mon argent. Tout à fait. Je vais aller dans un autre commerce, mais je vais pas le faire un cas. Donc, je vais jamais me victimiser de quelque façon que ce soit. Alors, le message que je veux envoyer aux gens handicapés, aux personnes qui portent quelconque type d'handicap, derrière cet handicap, il y a des merveilles. Cherchez-les. Trouvez cette joie de vivre. Acceptez votre situation. Prenez-la de façon la plus avantageuse possible. Regarde qu'est-ce qu'on peut en découler de ça. Et prenez-la comme un avantage, pas comme un inconvénient ou un désavantage. Et décidez qu'est-ce que vous voulez être dans la vie. Mettez les efforts qu'il le faut. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de persistance. Ça prend beaucoup de résilience. Et ça prend aussi beaucoup d'humilité. Ces 4 ingrédients-là sont fondamentaux. Si on a ça, tu vas avoir une journée parfaite. Une journée parfaite, tu vas avoir une semaine parfaite. Si tu as une semaine parfaite, mais c'est des semaines qui se multiplient, qui deviennent des mois et des années, n'est-ce pas? Donc, on a de bonheur en permanence. C'est ça. Et est-ce que tu aurais un message pour nous autres là qui ne sommes pas handicapés physiques, mais qui sommes handicapés? Notre handicap se trouve, comme je disais, dans la tête, quoi, avec les limites personnelles qu'on s'impose et tout. Je vous dis, vous exagérez. Vous exagérez, honnêtement. Parce que vous avez tout ce qu'il le faut. Il y a personne, vous pouvez pas dire qu'il y a personne que vous regardez mal ou croche en bon québécois. Vous pouvez pas dire que vous êtes victime parce que vous avez un handicap. C'est quoi vos prétextes? Vous n'en avez pas et il faut pas en chercher parce que ça n'existe pas. Il faut pas les créer parce que ça n'existe pas. Ça vous donne absolument rien. Décidez qui vous voulez être dans la vie et prenez l'avantage d'avoir des conditions d'au moins physiques parfaites.
et foncez, tout simplement. Ayez le courage C'est ça. d'accepter vos échecs, mais d'en apprendre avec et d'avancer. Ça sert à rien à rester là, se poser beaucoup de questions pourquoi telle chose ne marche pas, pourquoi non. Plutôt de poser la question pourquoi ça ne marche pas, c'est qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche. Qui je peux demander de l'aide, qui peut me supporter, quel livre je peux lire, quelle émission je peux écouter, qu'est-ce que peut m'aider plutôt. Et avancer tout simplement. Sinon, les autres qui ont un handicap, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donc, de grâce, arrêtez de vous exagérer. Donc, là, au début de l'émission, je donnais la définition du handicap. Donc, je vais répéter ça. Donc, limitation d'activité ou restriction de la participation à la vie en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. Basé sur cette définition-là, est-ce que toi, tu te considères comme un handicapé? Tout est faux, cette définition-là. Voilà. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Il n'y a pas de limitation sociale. Moi, j'ai fait la fête plus que tout le monde. Je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'étais au pays, en fait, ici au Canada, pendant une dizaine d'années, entre 2003 et 2013, à chaque 31 de décembre, j'organisais une fête chez moi. Et c'est une fête que j'ai regroupé autour de moi, autour de 50 personnes qui viennent de Toronto, d'Ottawa, ici de Montréal, de Winnipeg, d'autres parties ici au Canada. On fait la fête 3 jours. On met la musique, je danse, je chante. Quelle est la limitation sociale? Je suis handicapé, pourtant. C'est ça. Où est la limitation sociale? Il n'y en a aucune. Je fais 6 jours d'entraînement physique par semaine, 6 sur 7. Où est la limitation physique? Et je suis handicapé. Donc, toute cette définition-là, c'est 100% fausse. L'handicap se trouve dans notre tête, tout court. Tout court. Il y a quelqu'un qui va dire, bon, j'ai un gros ventre, mais pour aller au gym, ça va me prendre 4 heures de temps, c'est pas quoi. OK. Puis, si tu ne le fais pas, ça va tout simplement s'empirer. Tu peux contrôler le type de nourriture que tu manges, la quantité, et là, dans une journée, on a 24 heures. Si tu travailles 8 heures par jour, tu dors 8 heures, ça fait 16 heures, n'est-ce pas? C'est ça. Il reste encore une autre 8 heures de temps. Tu fais quoi? Exact. Tu as travaillé suffisamment de temps, tu as dormi suffisamment. Bon, prenons 2 heures pour aller-retour au travail. Il reste 6 heures. Prenons 4 heures pour que tu fasses les loisirs que tu veux. Il reste toujours 2 heures. Tu fais quoi avec ça? Alors, ne viens pas avec des excuses que je n'ai pas de temps. Le temps, on les crée nous-mêmes. Tout à fait. La priorité, on les crée nous-mêmes. Alors, ces définitions-là, je les trouve complètement erronées parce que c'est pas ça l'handicap. L'handicap, c'est dans la tête. Tout à fait. Mais vraiment, c'est sur ces belles paroles qu'on va finir cette émission. Las, merci encore. Merci, Yana. Merci beaucoup. Ça me fait penser, on doit se parler là. Merci. Mais merci vraiment beaucoup. Franchement, c'était très édifiant. Et j'espère vraiment que, encore une fois, le podcast Legacy Expérience de vie est basé sur des vraies expériences de vraies personnes. Et le but de ce podcast-là, c'est vraiment la transmission, en fait. Et encore une fois, si cette émission a pu aider une seule personne, c'est déjà beaucoup. Donc là, c'est encore merci. Et merci, à très bientôt.